Une carte du Sahel, un doigt posé sur la poussière, une chaleur qui vibre. Ainsi commence l'idée d'Ibrahim Traoré. Deux vérités se télescopent. Un arbre, né de la mer, la noix de coco, avance à contrevent dans le Burkina Faso de poussière, de soif et de routes fendillées. Comment un symbole d'eau pourrait-il survivre, là où même la pluie oublie de revenir? Et que dit ce pari du courage patient d'un peuple entier? Alors, sous le vent sec, un murmure court. Peut-être que le désert, lui aussi, attendait d'apprendre à verdir. Et le doute recule lentement. Le pari d'Ibrahim Traoré n'était pas seulement agricole, mais spirituel. Il affirmait qu'un arbre, né de la mer, pouvait renaître dans le désert, et qu'à travers lui, le Burkina Faso apprendrait à redéfinir la survie. Ce projet du Sahel n'offrait pas la promesse d'un miracle, mais celle d'une méthode, transformer chaque graine en symbole de dignité. L'enjeu dépassait la botanique. Il s'agissait de prouver qu'une nation privée d'eau pouvait enseigner au monde la science de la persévérance. Pour celui qui écoute, la récompense est assez simple. Comprendre comment la foi d'un homme devient la feuille d'un peuple. En moins de 3 mois, la moitié des jeunes cocotiers plantés sous le soleil du Sahel étaient morts. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre n'était pas une tragédie mais un seuil, celui où la conviction devient connaissance. Les premiers jours du projet avaient l'allure d'un pari insensé. Autour de la rivière, Mahoun craquelait. Les villageois regardaient le monte creuser les premiers trous. Trous dans un silence lourd, mêlé de doute et de curiosité. Un vieil homme avait murmuré « Même les arachides meurent ici. » Pourquoi des cocotiers survivraient-ils? Traoré avait répondu avec calme « Nous ne plantons pas pour prouver, mais pour vivre. » Cette phrase, reprise de bouche en bouche, devint le cœur du projet. Les jeunes ingénieurs de Bobo Dioulasso mesuraient l'humidité du sol, tandis que les femmes reliaient les tuyaux d'irrigation solaire, pièce par pièce, sous un vent brûlant. Les pompes hésitaient, bégayaient, puis reprenaient. Le sable buvait chaque goutte comme s'il s'agissait d'une promesse tenue. Ce bruit discret de l'eau naissante remplaçait les tambours des cérémonies. C'était le son d'une résistance méthodique. Chaque arbre mourant laissait une leçon. On mélangea la terre avec la poussière d'argile venue du Ghana. On couvrit les racines de paille et de fibres recyclées. Quand les pluies tardives arrivèrent enfin, elles tombèrent avec une douceur presque humaine, réveillant des tiges que l'on croyait perdues. Un enfant courut vers Traoré. « L'arbre respire !» cria-t-il. Ce cri scella la bascule du projet. Il ne s'agissait plus de cultiver des noix de coco, mais d'enseigner au désert la patience. Les scientifiques du Niger et d'Égypte, venus observer, hochaient la tête devant ce qu'ils appelaient déjà une biologie de la foi. Pour le Burkina Faso, c'était la naissance d'un nouveau lexique, celui où la survie rime avec transmission. Au cœur du champ d'essai, un homme se tenait debout chaque matin avant l'aube, Ibrahim Traoré. Il observait sans mots dire les jeunes palmiers qui tentaient de s'arracher au sable, notant mentalement la couleur des feuilles, la vitesse du vent, le goût de la poussière dans l'air. Autour de lui, les visages changeaient. Ingénieurs, agriculteurs, femmes des coopératives, enfants curieux. Chacun portait la fatigue du soleil, mais aussi l'étincelle d'une cause qui dépassait le simple geste de planter. Un jour, il appela une jeune technicienne, Aïcha. Ses mains calleuses mesuraient chaque litre d'eau versée. Elle devint son guide silencieux dans la routine des efforts. C'est elle qui découvrit que l'humidité pouvait être conservée plus longtemps si l'on recouvrait les racines de fibres tressées. Cette trouvaille sauva des dizaines d'arbres. À travers ces gestes minuscules, le projet prit forme humaine. Le Sahel n'était plus une abstraction géographique, mais un atelier de résistance collective. Les premiers cocotiers vivants furent appelés arbres de fierté tranquille. Le nom circula, porté par les voix des enfants qui riaient près des puits solaires. Dans cette rumeur, Traoré vit le signe que la foi prenait racine. Ce que beaucoup prenaient pour un acte de désespoir devenait, jour après jour,
un manuel de transformation. Et dans la lumière rasante du soir, chaque silhouette courbée sur le sable semblait répéter la même leçon. Que la survie, ici, commence par un acte de soin. Un soin obstiné, transmis de main en main, comme une prière partagée. Avant le lever du soleil, le vent du Sahel hurlait entre les dunes. Après midi, la chaleur faisait vibrer l'air, transformant chaque pas en épreuve. C'est dans ce va-et-vient que le projet d'Ibrahim Traoré entra dans sa phase décisive. La transformation d'un Paris en processus. Les pompes solaires, bricolées à partir de pièces récupérées, poussaient l'eau dans des rigoles d'ombre. Les femmes portaient les seaux, les enfants creusaient les tranchées, les hommes liaient les tuyaux de fortune. Un jour, une tempête de poussière recouvrit tout. Les jeunes palmiers ployèrent, beaucoup cassèrent. Traoré parcourut les rangs à pied, son visage couvert de sable. Il ne parla pas. Il traça simplement une ligne au sol. Ici, nous recommencerons. Et il recommença. Les semaines suivantes, un nouveau rythme naquit. Eau, silence, attente, vie. Les villageois finirent par compter ce cycle comme un calendrier. Chaque levée de pompe signifiait une victoire, chaque germe vert, une fête. Les plus sceptiques commencèrent à aider. Les coopératives locales envoyèrent par du matériel, filets d'ombrage, fibres de coco, outils. Le projet gagna des bras, puis des cœurs. À mesure que la saison avançait, des visiteurs arrivèrent, des journalistes, des étudiants, des diplomates africains. Ils trouvaient un champ vivant là où, un an plus tôt, il n'y avait que poussière. Traoré ne fit pas de discours. Il montra un arbre et dit « Regardez-le ». L'arbre penchait, tordu, mais vert. Ce simple geste devint la signature du projet, montrer plutôt que dire. La 3e année, les chiffres changèrent. 60% des plantations survécurent. Les premières fleurs apparurent, timides. Les habitants du Sahel vinrent tant de loin pour voir l'arbre de la mer. Certains touchaient l'écorce du bout des doigts, d'autres restaient à genoux, priant. Un vieil homme souffla. Nous avons oublié la couleur du verre. Le murmure se répandit. La terre répondait enfin. Pourtant, la nature n'accorde pas ses victoires sans épreuve. Une nouvelle sécheresse frappa. Des dizaines d'arbres fanèrent, leurs feuilles brûlaient comme des drapeaux usés. Cette nuit-là, Traoré marcha seul à travers la plantation. Il caressa un tronc fissuré et murmura « Chaque racine blessée devient une leçon. » Au matin, il ordonna d'ouvrir les canaux de réserve et de détourner l'eau vers les bosquets centraux. Les survivants tinrent bon. À la saison suivante, la vallée se teinta de vert. Les enfants chantaient l'esprit des puits. Les femmes riaient pendant que l'eau ruisselait sur leurs bras. Les ingénieurs notaient les mesures d'humidité avec une rigueur nouvelle. Le désert, lentement, apprenait à respirer. Ce que les sceptiques appelaient folie devint une méthode, celle d'un peuple qui décide que la foi n'a pas besoin d'autorisation. Sous la lumière blanche du crépuscule, Ibrahim Traoré contempla les arbres qui avaient survécu à 3 saisons de feu. Il sut alors que l'expérience n'était plus un test, mais un acte fondateur. Le Sahel n'attendait plus la pluie, il apprenait à la fabriquer. Au départ, la terre du Mahoun contenait à peine 3% d'humidité. Un sol que les anciens décrivaient comme mort. 6 mois plus tard, les relevés des ingénieurs indiquaient un passage à 9%, puis 12%, après la mise en place des fibres d'ombrage. Ce delta, modeste en apparence, changea tout. La graine ne s'asséchait plus avant de germer. Ce fut la première victoire mesurable du projet d'Ibrahim Traoré. Les chiffres s'enchaînèrent. Le taux de survie des palmiers passa de 40% à 68%, tandis que la température moyenne du sol diminua de 4 degrés sous les filets. Chaque donnée fut notée, comparée, ajustée. Le projet fonctionnait comme un laboratoire à ciel ouvert où la foi et la méthode marchaient ensemble.
Les jeunes techniciens parlaient de science du courage. Traoré, lui, disait simplement « Ce n'est pas la Terre qui change, c'est notre regard sur elle ». Les économies locales suivirent le même rythme. Chaque hectare maintenu en vie créait 2 emplois directs et un revenu moyen de 25 000 francs, CFA mois pour les coopératives féminines. Les femmes pressaient l'huile, transformaient les coques, revendaient le savon et les fibres. Un cercle vertueux s'établit. L'eau soutenait les arbres soutenaient les foyers. Les familles, qui autrefois migraient vers le nord pour travailler, restaient désormais sur place. Les rapports mensuels montraient une baisse de 30% de la dépendance alimentaire dans les villages. Impliqués, les enfants, autrefois absents pendant la saison sèche, retournaient à l'école. Les puits solaires, entretenus collectivement, fonctionnaient à 92% de rendement stable malgré la chaleur. Ces résultats furent partagés avec les universités du Niger et du Ghana. Les chercheurs confirmèrent que la rétention d'eau des sols traités dépassait de 45% la moyenne régionale. Pourtant, Ibrahim Traoré répétait « Un chiffre sans une histoire n'est qu'un bruit ». Il obligeait chaque équipe à relier les données à une conséquence humaine. Un repas, une classe ouverte, une maladie évitée. Cette exigence transforma le projet en école vivante. Les étudiantes en agronomie vinrent apprendre à Bobo Dioulasso la gestion de l'irrigation solaire et la cartographie des racines. Chaque semaine, des diagrammes colorés remplaçaient les slogans. Les faits parlaient pour la foi. À la fin de la 4e année, la production d'huile atteignit 12 tonnes et 8% furent exportés vers Ouagadougou. Mais pour Traoré, la grandeur du projet se mesurait ailleurs, dans la constance des gestes. Il disait « Si un enfant peut remplir une gourde sans peur de la vider, alors la statistique est déjà victoire. » Mais sous le soleil, les arbres grandissaient lentement. Mais les preuves de leur endurance, elles, s'accumulaient avec précision. Ainsi, le désert ne se peuplait pas de miracles, mais de données qui respiraient. Les critiques du projet de cocotier du Sahel se divisèrent en 2 camps. Les premiers, pragmatiques, accusaient Ibrahim Traoré d'idéalisme coûteux. Selon eux, chaque litre d'eau détourné vers un palmier était un litre soustrait aux cultures vivrières. Les seconds, plus politiques, voyaient dans l'entreprise un symbole dangereux, un dirigeant qui préférait planter des arbres plutôt que de négocier des prêts internationaux. Face à ces voix, Traoré resta silencieux. Le premier argument, celui de la rareté, semblait solide. Les ingénieurs eux-mêmes doutaient que les ressources hydriques suffisent à soutenir des plantations sur plusieurs provinces. Mais les chiffres finirent par répondre. Les réservoirs souterrains, doublés d'argile, permettaient de stocker les eaux de pluie pour 6 mois. Les pertes par évaporation chutèrent de 35%, libérant assez de volume pour irriguer les cultures voisines. Ainsi, l'arbre de mer ne concurrençait pas la subsistance. Il la protégeait. Le second reproche, celui du symbolisme, reposait sur la peur du paraître. Certains observateurs étrangers craignaient que le projet ne devienne une vitrine politique, une mise en scène verte pour masquer la pauvreté. Pourtant, rien n'était plus éloigné de la réalité. Traoré refusa toutes les offres de capitalisation externe. Les bénéfices restèrent communautaires, investis dans la réparation des pompes et la formation agricole. Quand des investisseurs étrangers proposèrent un rachat partiel, il répondit simplement « Nous n'avons pas planté pour vendre la mer, mais pour apprendre à la retenir. » Cette réponse désarma les sceptiques. Elle révélait la logique profonde du programme, une autonomie lente, mesurée, mais irréversible. Les économistes locaux parlèrent de croissance enracinée. Les journalistes étrangers reconnurent un modèle alternatif. Ni dépendance, ni miracle, mais discipline. Ibrahim Traoré, en plaçant la rigueur avant la rhétorique, transforma une expérience en école de souveraineté écologique.
À la fin du débat, il ne restait qu'une évidence. Le projet n'était pas la fuite d'un État dans le rêve, mais la construction d'un langage neuf entre la terre et ceux qui la travaillent. Et ce langage, désormais, se conjuguait au futur. Le désert se souvient. Daebo. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au début de la 5e année, marqua un tournant silencieux. Les champs, désormais verts par endroits, semblaient porter la mémoire de chaque échec passé. Mais ce souvenir n'était pas nostalgie. C'était une méthode, patiemment apprise, transmise, perfectionnée. Sous les palmiers, le paysage avait changé de ton. Là où autrefois régnait la poussière et la résignation, on voyait des ateliers, des femmes tissant des fibres, des enfants étudiant à l'ombre. Le projet s'était déplacé du sol vers les cœurs. La foi n'était plus un discours, mais une infrastructure. Pourtant, Traoré savait que le milieu du voyage est souvent le plus dangereux. Il répétait « Ce n'est pas la première victoire qui compte, mais la constance ». Les signes de fatigue apparaissaient. Certaines coopératives manquaient de matériel, des puits se tarissaient plus tôt. Mais personne ne parlait d'abandon. Le mot échec avait disparu du vocabulaire collectif. Ce midpoint n'était pas une pause, c'était une bascule. Le désert, en retour, testait la discipline humaine. Et dans cette épreuve, le peuple du Sahel apprenait à se mesurer non plus à la sécheresse, mais à lui-même. Les années suivantes transformèrent le projet d'Ibrahim Traoré en matrice d'expériences concrètes. Les cocotiers du Sahel cessèrent d'être une métaphore et devinrent des indicateurs de production, de revenus, de stabilité. Leurs ombres redessinèrent simplement le quotidien de 4 groupes clés: paysans, entrepreneurs, enfants et communautés voisines, les paysans. Pour eux, la première révolution fut le temps. Avant, chaque saison sèche signifiait migration, perte de bétail et famine latente. Désormais, les récoltes secondaires s'étalaient sur 11 mois. Les agriculteurs travaillaient sous la canopée des palmiers, cultivant du mil et du sorgho dans une humidité préservée. Les revenus agricoles augmentèrent de 30%, assez pour réparer les pompes sans aide extérieure. Certains villages créèrent même des fonds de pluie, de petites caisses d'épargne destinées à entretenir les puits et les outils communs. Les entreprises locales. À Bobo Dioulasso, les premiers ateliers de transformation se multiplièrent. Les femmes produisaient savon, huile et fibres tressées. Les coopératives, jadis informelles, s'enregistrèrent officiellement, générant plus de 400 emplois permanents. Les ingénieurs conçurent des séchoirs solaires légers, fabriqués avec des pièces recyclées. Une économie circulaire naissait. Rien ne se perdait, tout se réutilisait. Les déchets de la noix de coco devenaient charbon, compost ou matière première pour le bâtiment. Les revenus tirés des produits dérivés dépassaient 120 millions francs, CFA an, preuve que la durabilité pouvait aussi nourrir la rentabilité. Les enfants et l'éducation. Sous les palmiers, des écoles improvisées virent le jour. Les enseignants utilisaient les plantations comme laboratoire vivant, mesurer l'humidité, observer les racines, comprendre le cycle de l'eau. L'absence de migration permit une scolarisation continue. Le taux d'abandon chuta de 48% à 15% en 4 ans. Un instituteur confia « Le désert nous apprenait autrefois la fuite. Aujourd'hui, il enseigne la patience. » Ce glissement culturel fut l'un des plus puissants effets secondaires du projet. Les communautés voisines et la région autour des villages pionniers, les frontières se redessinèrent. Le Niger, le Mali et le Tchad envoyèrent des délégations. Ils virent un Burkina Faso qui n'exportait plus des promesses, mais des savoir-faire. Les collaborations se tissèrent. Échange de semences, partage de données climatiques, formation en irrigation. Les cartes satellites montraient donc déjà une bande verte en expansion, un mur vivant de coopération. Les analystes régionaux y voyaient un modèle d'intégration écologique plus efficace que bien des traités politiques. Dans ce tissu renouvelé, Ibrahim Traoré
demeurait le fil conducteur. Il apparaissait rarement devant les caméras, préférant écouter. Chaque succès collectif renforçait sa conviction que le désert ne se conquiert pas, il se convainc. Et maintenant, l'Afrique tout entière commençait à y croire. Au seuil de la 7e année, le projet de cocotier du Sahel atteignit une zone d'incertitude. Les chiffres restaient solides, mais le climat, lui, se déréglait. Ibrahim Traoré convoqua alors ses équipes et posa 3 scénarios, le maintien, l'expansion et l'alerte. Chaque voix traçait une version différente de l'avenir du Burkina Faso vert. Dans le premier scénario, continuité mesurée. Les pluies restent modérées, les infrastructures tiennent. Les plantations conservent leur productivité autour de 70%, tandis que les coopératives stabilisent leurs revenus. Le risque principal vient de la fatigue logistique. Certaines pompes vieillissent et les jeunes diplômés quittent la région. Traoré insiste sur la rotation des responsabilités et la transmission des savoirs. Pour lui, la continuité n'est pas la routine, mais l'entretien du feu sous les cendres, dans la version la plus favorable, expansion régionale. Les partenariats avec le Niger et le Tchad se consolident. Des financements climatiques permettent d'ouvrir 3 nouveaux pôles de formation. Les semences hybrides développées à Banfora offrent une résistance accrue à la chaleur. Le Sahel verdit plus vite que prévu, la bande verte gagne 25 km. Les échanges commerciaux suivent et le label Sahel Coco devient un emblème panafricain. Mais Traoré avertit, si la gloire remplace la discipline, la racine se perd. Et dans le scénario le plus difficile, tension hydrique. Les précipitations chutent de 30%. Certains puits s'assèchent. Les tensions renaissent entre villages. Le modèle de gestion communautaire devient vital. Partage équitable de l'eau. Surveillance participative des stocks. Les données collectées par drone servent à planifier les transferts d'humidité. Le succès du projet dépend alors non plus des pluies, mais du comportement humain. Dans tous les cas, la clé reste la même, la culture de la mesure. Traoré l'appelle la pensée du puits. Il enseigne à chaque coordinateur. Ne creusez pas plus profond, creusez plus juste. Et ça, Achambo. Et ainsi, le futur du Sahel ne se jouera pas à la surface des feuilles, mais dans la précision des racines. Sous les palmiers du Sahel, la caméra ne trouve plus seulement des arbres, elle rencontre des visages. Celui d'une mère, Fatou, qui cueille les noix de coco avec ses 2 filles. Celui d'un vieil homme qui arrose chaque matin comme s'il bénissait la terre. Leurs gestes racontent ce que les statistiques ne peuvent pas dire, le retour d'une dignité silencieuse. Ibrahim Traoré parle rarement d'émotion, mais il agit comme si chaque arbre était un miroir. Quand on soigne une racine, dit-il, on répare aussi quelque chose en soi. Cette phrase, reprise dans les radios locales, a traversé les frontières plus vite que les graines. Des communautés éloignées, du Tchad à la Guinée, envoient des messages, des images, des mots d'encouragement. Le projet, à son insu, est devenu un espace de dialogue africain. Ceux qui regardent les vidéos voient la lenteur des gestes, la poussière mêlée à la lumière. Ils comprennent que ce n'est pas une épopée, mais une discipline, celle d'espérer sans attendre. Dans les écoles, les enfants tracent sur les murs des cartes vertes, où le désert se retire chaque année un peu plus. Dans les marchés, on raconte des anecdotes sur l'homme qui a parlé aux arbres et que le vent a écouté. Pour le spectateur, l'histoire du Sahel n'est plus lointaine. Elle devient une invitation intime. Chacun y trouve son miroir. Le jardinier, le travailleur, l'étudiant, tous unis par la même question. Jusqu'où peut aller la foi lorsqu'elle prend racine dans le réel? Peut-être qu'en partageant cette histoire, nous arrosons déjà la nôtre. Ibrahim Traoré aimait dire que la foi n'est efficace que lorsqu'elle se mesure. Sous cette maxime, le projet du Sahel se transforma en plan d'action concret. Un calendrier où chaque geste avait un indicateur. 5 étapes, claires et reproductibles,
devinrent la charpente d'une méthode que d'autres nations pourraient suivre. Cartographier l'eau. Avant de planter, chaque village établit une carte des sources et des zones mortes. Des outils simples, des drones ou des bâtons gradués servent à calculer la profondeur et le débit. Objectif: réduire de 20 les pertes par ruissellement. Former les gardiens de puits. Des jeunes volontaires, appelés veilleurs d'eau, assurent l'entretien des pompes et la collecte des données. Chaque équipe est mixte, 50% femmes, 50% hommes, preuve que la gestion commune devient culture. Fermer le cercle des déchets. Les coques, fibres et eaux usées sont réutilisées. Les villages signent un pacte d'autonomie. Aucun résidu ne quitte la plantation sans nouvelle fonction. Objectif: 0 déchet organique au bout de 6 mois. Créer le fonds Racine. Une caisse locale finance la réparation des infrastructures, alimentée par 2% des ventes de produits dérivés. Ce fonds garantit la continuité au-delà des mandats du politique. Mesurer la transmission. Chaque saison, les écoles du Sahel évaluent le projet non pas en tonnes d'huile, mais en leçons partagées. La pédagogie devient un outil de durabilité. À la fin de chaque visite, Traoré rappelait « Ce que nous plantons, ce ne sont pas des cocotiers, ce sont des habitudes. » Et dans un désert qui renaît, cette phrase vaut toutes les pluies. Le soir tombe sur la vallée du Mahoun. Sous les palmiers, Aïcha, la jeune technicienne des débuts, marche lentement entre les rangées d'arbres. Elle s'arrête, effleure une écorce rugueuse et se souvient du premier jour où Ibrahim Traoré lui avait dit « Un arbre respire comme une promesse ». Autour d'elle, la lumière devient dorée. Les feuilles bruissent, non pas sous la peur, mais sous la reconnaissance. Chaque tronc raconte un souvenir. La sécheresse, la patience, la reprise. Ce paysage n'est plus un champ expérimental, mais un sanctuaire de gestes humains. Aïcha sourit. Elle sait que Traoré ne cherche ni statut ni mythe, seulement la continuité du souffle. Le vent porte sa voix, presque effacée. Une nation grandit comme un arbre, par les blessures, qui apprennent et s'apprennent à guérir. Et dans ce murmure, le Burkina Faso semble tenir sa respiration. Les caméras pourraient en s'éteindre ici. Le message serait complet. Le désert a rendu la parole, et la terre a répondu. Mais au-delà du cadre, quelque chose continue. La foi en mouvement, enracinée, vivante. Le vent du soir traverse les palmiers comme une dernière prière. Chaque feuille, chaque fruit, chaque ombre semble murmurer un même mot. Continuer. Ibrahim Traoré, dans ses rares apparitions publiques, ne demande ni admiration ni hommage. Il invite simplement à rejoindre le mouvement, non pas en spectateur, mais en gardien de sens. Sous les vidéos du projet, des messages affluent. J'ai planté mon arbre, j'arrose un rêve. Cette contagion tranquille est devenue la véritable récolte du Sahel, car il ne s'agit plus seulement de cocotiers, mais de communautés qui se reconnaissent dans un acte simple, rendre à la terre ce qu'elle a perdu. Alors, à ceux qui regardent, une question demeure. Que planterez dans votre propre désert? Une graine, une idée ou un geste de foi? Si la réponse naît même d'un silence, elle fera déjà partie de cette histoire. Car le Sahel n'est plus une frontière, c'est une leçon de patience offerte au monde.